Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un survol des faits les plus marquants des années 90. Parlons de l'univers technologique avec notre envoyé Antoine Lachance Loiseau. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie de la décennie 90. Donc, ça a été surtout marqué par les avancées technologiques au niveau des ordinateurs et des langages de programmation. Donc, en 1990, on voit l'apparition du World Wide Web, qui est dans le fond Internet, le petit www qu'on voit au-dessus de la barre de recherche. C'est suivi du langage HTML, qui est dans le fond le langage de programmation de base pour faire les sites Internet. En 1991, on voit l'apparition du premier répondeur digital pour les téléphones. Dans le fond, quand la personne n'est pas là, on peut envoyer un message puis ça va être enregistré sur le téléphone. Donc, ça a été inventé en 1991. Puis on voit aussi l'apparition d'un des trois grands systèmes d'exploitation, Linux, qui a été inventé en 1991 par Linus Torvalds. Puis Linux, c'est un des systèmes d'exploitation uniques parce qu'il est ouvert à ses utilisateurs, puis il est quand même bien sécurisé. Donc en 1992, on voit la pilule intelligente, qui est un comprimé comme les Advil, Tylenol. Puis dans le fond, ce qui est le fun avec cette pilule-là, c'est que tu as juste besoin de l'avaler, puis ça va faire effet dans le corps. Donc ça a été inventé en 1992. Puis en 1993, on voit l'apparition du premier microprocesseur de Intel, le Pentium P5 32 bits. Donc, les années 1995 sont marquées par l'invention du langage de programmation Java par Sun Microsystems. Donc, dans le fond, Java, c'est un des langages de programmation les plus populaires en ce moment, notamment parce qu'il est rapide et efficace. Les années 1995 sont aussi marquées par l'invention du DVD. En 1996, c'est le début du travail sur Google, qui dans le temps s'appelait Backrub. Puis le 15 septembre 1997, le domaine google.com est officiellement ouvert à ses utilisateurs. En 1997, le premier clonage réussi par l'homme sur le mouton. Dans le fond, je dis le réussi comme ça parce que le mouton est décédé quelques jours après. Donc c'est le clonage qui a été... Le mouton a réussi à survivre, mais il est mort quelques jours après de problèmes. En 1998, The Lunar Prospector, sonde de la NASA, découvre la glace sur la surface de la Lune. Puis en 1999, NASA a décidé de faire cracher la sonde pour terminer la mission. Je ne sais pas pourquoi. Puis en 1999, on a aussi l'album de David Bowie, David Bowie's Hour, qui devient le premier album téléchargeable sur Internet. Maintenant, parlons de littérature avec Mathilde. Les années 1990 ont été prolifiques au niveau de la littérature. Il existe beaucoup d'œuvres qui valent la peine d'être discutées. Mais j'ai décidé de m'en tenir au top 5 des livres et auteurs les plus remarquables de la décennie. Premièrement, parlons du Chilien Roberto Bolaño, qui a écrit Los Detectives Salvajes, ou en français, Les Détectives Sauvages. Le roman est divisé en 3 parties. La première et la dernière relatent les déplacements d'un jeune Mexicain, alors que la partie centrale comporte les témoignages de personnes ayant croisé la route des 2 poètes accompagnant le protagoniste. Le roman, très complexe, rend la lecture difficile, mais agréable à ceux qui aiment les changements rapides, les histoires à sens caché. Le roman a remporté le prix Rómulo Gallegos, la plus haute distinction littéraire d'Amérique latine. Bolaño est reconnu comme ayant apporté beaucoup à la littérature espagnole, tant pour ses recueils de poésie que pour ses œuvres de fiction. Partons maintenant en France, où le nouvel auteur s'est fait connaître au cours des années 90. En 1994, Michel Houellebecq publie son premier roman, Extension du domaine de la lutte. Le roman décrit extrêmement bien la société de l'époque dans laquelle il vivait, ce qui lui a valu son rapide succès. 2 ans plus tard, il publie Les particules élémentaires. Son style simple, mais efficace, évoque parfaitement le quotidien de tout un chacun, sans en cacher les détails ordinaires. Ce deuxième roman a confirmé son statut de grand romancier. Il a d'ailleurs été adapté au cinéma et au théâtre. Allons maintenant aux États-Unis, en Pennsylvanie, où vit le romancier Michael Connelly. Son nom vous est peut-être familier, car il est l'auteur du livre culte Le Poète. Son œuvre ne s'arrête pas là. Il a notamment écrit Créance de sang, paru en 1998, et plus tard adapté au grand écran par nul autre que Clint Eastwood. Connelly écrit essentiellement des romans policiers, et s'est d'ailleurs créé un personnage récurrent, l'inspecteur Harry Bosch de la police de Los Angeles. L'auteur a commencé sa carrière dans les années 90 et est encore aujourd'hui très actif.
Restons aux États-Unis pour vous parler d'une série qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs partout à travers le monde. Des téléspectateurs, car la série a été récemment adaptée à la télévision. Je vous parle bel et bien de A Game of Thrones, ou Le Trône de Fer en français, dont le tome 1 a été publié pour la première fois en 1996. L'auteur, George Martin, avait commencé à rédiger son manuscrit 5 ans plus tôt. Celui-ci est de style fantasy, c'est-à-dire qu'il présente des éléments surnaturels. La quête pour la gouvernance des 7 couronnes est au cœur de la série. Les différents chapitres sont racontés selon le point de vue des différents personnages principaux, ce qui ajoute du suspense à l'histoire et élargit ses horizons. La rédaction des tomes demande tellement de temps à l'auteur qu'alors il écrit encore la suite du tome 6. La série télévisée a d'ailleurs pris de l'avance sur Martin, ayant déjà commencé le tournage de la saison 7. Déplaçons-nous finalement au Japon, où plusieurs mangas cultes ont été publiés au cours des années 1990. Par exemple Naruto et Dragon Ball. J'ai par contre décidé de m'arrêter au One Piece, du mangaka Oda Ishiro. One Piece est un manga shounen, c'est-à-dire adressé aux jeunes garçons. C'est le manga le plus vendu de l'histoire du Japon, ses ventes s'élevant à plus de 300 millions d'exemplaires seulement dans ce pays d'origine. L'histoire est celle d'un jeune homme qui part à la recherche du butin caché de l'ancien roi des pirates, ce butin s'appelant One Piece. Ce n'est pas la première œuvre d'Oda Ishiro, qui a débuté en écrivant des nouvelles, mais c'est la plus réussie. Ses premières planches, publiées dans le magazine hebdomadaire Shonen Jump en 1997, ont tout de suite attiré l'attention des lecteurs. La série compte un total de 83 volumes. C'est ce qui conclut mon top 5 de la littérature des années 90. Bien sûr, bien d'autres œuvres auraient pu être ajoutées à cette courte liste, mais c'est tout le temps dont je disposais. Merci. Maintenant, parlons architecture avec Boris. Bonjour, ici Boris. Dans mon cadre de projet de français, je vais vous parler de l'architecture de la décennie 1990. Premièrement, je vais vous parler de la tour de la Bank of China. La tour de la Bank of China est située à Hong Kong. Elle fait 305 mètres de haut et ce fut le plus haut édifice de Hong Kong et d'Asie entre 1989 et 1992. Le site de 6700 m² sur lequel la tour est construite est l'ancien emplacement de la maison Murray. Ce site a été vendu par le gouvernement de $1 million hongkongais en août 1982. L'immeuble est dans un premier temps construit pour la branche de Hong Kong de la Bank of China. Une fois terminé, la surface utile doit atteindre 100 000 m². L'achèvement du projet initial est prévu pour la date de bon augure du août 1988. Toutefois, en raison des retards du projet, la construction commence en mars 1985. Avec presque 2 ans de retard, la tour est terminée en 1980 et occupée en mai 1990. Le gouvernement a apparemment donné un traitement préférentiel aux compagnies chinoises et a été critiqué pour le traitement offert à Bank of China de Hong Kong. La tour Nestor est située en Europe et a été faite par l'architecte Helmut John et la tour mesure 250 mètres de haut. Il marque une nouvelle ère architecturale avec ses designs différents pour la décennie. Sa structure architecturale ressemble à une colonne antique avec une base proéminente, une tour élancée et un pic distinctif. La façade de couleur rouge est un hommage aux matériaux de construction traditionnels utilisés au cours des siècles à Francfort. La National Cathedral est située à Washington. La cathédrale nationale terminée en 1990 est la finition de 2 siècles pour une cathédrale gothique majestueuse. La cathédrale est la 6e plus grande au monde, la 2e plus grande aux États-Unis. Le sommet de la tour est le point culminant de DC. Le matériau de construction principal est le calcaire gris de l'Indiana. Le bâtiment est rempli de sculptures architecturales, de sculptures sur bois, de sculptures de verre au plomb, de mosaïques, de travail de métal artistique et beaucoup d'autres œuvres d'art, y compris plus de 200 vitraux. La plupart des éléments décoratifs ont un symbolisme chrétien ou sont des mémoires des personnes célèbres ou des événements. Basilica of Our Lady of Peace est située sur la Côte d'Ivoire. Tout en le concevant après la Basilica of Our Lady of Peace est située sur la Côte d'Ivoire. Tout en le concevant après la basilique du Vatican, l'architecte libanais Pierre Fakouri a construit le dôme pour être légèrement inférieur à la basilique de Saint-Pierre, mais orné d'une plus grande croix sur le dessus. Il y a assez de place pour accueillir 7000 personnes dans la nef, avec une salle de repos pour 11 000 personnes supplémentaires. Le bois choisi pour les 7000 blancs de la basilique de Notre-Dame de la Paix est le bois d'Iroko. Le musée d'art moderne de San Francisco ouvre ses portes le 14 mai après une extension de 3 ans et 305 millions de dollars donnés au cabinet d'architecture norvégien de Snow Hetta.
Le bâtiment de briques qui hébergeait le musée depuis 1995 dans Summer, un quartier du centre de San Francisco, est désormais accolé à une immense annexe de 17 étages à la façade blanche tout en relief. Le matériau par excellence dans ce bâtiment, c'est le verre. Cela montre qu'il est ouvert et embrasse la communauté autour de lui. Le musée revendique le plus large espace d'exposition d'art moderne des États-Unis, avec presque 16 000 mètres carrés de galeries et une concentration très importante d'œuvres. En plus de la collection Fisher, le musée a enrichi ses réserves grâce à une campagne menée depuis 2009 pour convaincre de riches collectionneurs de léguer des pièces. Plus de 3000 pièces ont été promises. Finalement, on peut dire que ce fut un siècle très ordinaire et très classique niveau architecture. Rien de nouveau, les bâtiments ressemblent beaucoup à ceux de la décennie de 1980. Beaucoup de bâtiments ont été achevés, mais rien de très innovant. Merci de m'avoir écouté, j'espère vous en avoir appris davantage sur l'architecture de 1990. C'était Boris et Jeff. Maintenant, enchaînons dans le domaine musical avec Laurent. Bonjour, ici Laurent Berthaud. Aujourd'hui, on va parler de la musique des années 90. Banjo ici, symbole de la musique. Alors, moi j'ai 3 artistes à vous présenter aujourd'hui. Donc, la première artiste, c'est Céline Dion. Donc, quand même artiste connue de la chanson québécoise, une fierté nationale. Elle a vendu des millions de disques à travers la planète. Son single My Heart Will Go On de Titanic lui a valu un Oscar pour la meilleure chanson de l'année. Donc après Céline Dion, j'ai Tupac Shakur, un rappeur noir qui est né à New York il y a une quarantaine d'années. Donc lui en fait il prônait énormément la liberté, l'égalité entre les races, hommes et noirs et blancs. Et donc ça a été un rappeur très important et considéré largement comme étant le plus grand rappeur de tous les temps. Puis après je vais vous présenter Nirvana, donc c'est aussi un groupe emblématique de la musique, formé en 87, et donc eux ils ont fait énormément de bons albums et ils ont aussi évolué, ils ont créé un style rock qui s'appelle le grunge. Ok, donc maintenant, je vais commencer par Céline Dion. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, icône de la chanson québécoise. Donc, elle en fait, elle a fait ses débuts en faisant de la chanson française. Donc, elle a fait à peu près 5-6 albums en français. Puis, pour être honnête, les ventes ont été plutôt médiocres. À peine 50-60 000 personnes ont acheté l'album, ce qui lui a même pas valu un disque en argent au Québec. Donc là, après, elle va faire le concours suisse de Star Academy suisse, donc qui s'appelle l'Eurovision. Puis elle va gagner l'Eurovision, et donc après, elle va commencer à faire de la chanson en anglais. Et c'est là que sa popularité va être à son zénith parce qu'elle va pouvoir se faire connaître à l'international. Et son Oscar, comme j'avais dit plus tôt, grâce au film Titanic, l'a vraiment fait connaître, et grâce à ça, elle a vendu 2 albums qui ont été écoulés à plus de 32 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Donc j'enchaîne tout de suite avec Tupac Shakur, un rappeur afro-américain de descendance indienne, né en 1971, qui lui a commencé très tôt dans l'industrie du rap. À 18 ans, donc il a commencé à faire ses premiers albums et est vite devenu extrêmement populaire. Et donc en fait, il a fait plus de 15 albums, ce qui en fait un des rappeurs les plus prolifiques de tous les temps, et est aussi largement considéré comme étant l'un des plus grands. Ensuite, il était aussi populaire parce qu'il dénonçait les violences commises par les forces de l'ordre contre la communauté noire. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il lisait beaucoup de livres. En 1996, Tupac Shakur s'est fait assassiner au Nevada par un gang rival dirigé par une célébrité aussi de l'industrie du rap, Notorious Biggie, dont je vais parler plus tard. Donc en fait, il était à bord de son véhicule quand un camion blindé comportant quelques hommes armés a déchaîné une tempête de balles sur sa voiture et malheureusement pour lui, il a pris 6 balles dans le corps et il est décédé 3 jours plus tard. Et donc sa mort a fait sonner le glas sur les violences intra-gang. Donc je vais continuer et finir avec mon dernier groupe, Nirvana, qui est en fait un groupe de grunge créé en 1887 par Kurt Cobain et 2 autres personnes. En fait, ce groupe est légendaire, en fait, notamment parce qu'il a révolutionné la musique rock qui était sur le déclin avec l'apparition notamment du rap et du pop. Donc en fait, Nirvana a su révolutionner ce genre pour créer finalement le punk rock qu'on connaît aujourd'hui.
Des millions de fans de Nirvana existent et perdurent à travers les générations. Notamment à cause d'un incident tragique qui est survenu en 1993. Kurt Cobain, en fait, finalement, le chanteur du groupe et le créateur aussi, se suicide dans sa maison avec un 12. Donc, en 1993, Kurt Cobain se suicide dans sa maison en Californie. Mais ce suicide est en fait assez controversé parce que le chanteur était sous emprise d'héroïne. Avec, selon le médecin légiste, la quantité d'héroïne dans son sang était trop élevée pour qu'il puisse se suicider lui-même avec un fusil de chasse. Donc la théorie complotiste est en fait que sa femme l'ait tué pendant qu'il était sous l'emprise de drogue à cause de leur relation assez compliquée. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que sa mort a créé une explosion des ventes de leur album, ce qui est un peu triste. Maintenant, continuons dans le domaine artistique avec Fanny Gagnon. Bonjour, de mon côté, mes recherches se sont concentrées au niveau des arts. Je vais donc aborder le théâtre, le cinéma et les arts plastiques. Au niveau dramatique, les arts étaient de plus en plus populaires. Plusieurs metteurs en scène et comédiens faisaient tranquillement leur place dans le domaine. D'ailleurs, un des plus grands acteurs et metteurs en scène les plus populaires au Québec était Robert Lepage. Le metteur en scène avait commencé ses études pour devenir professeur de géographie, mais très vite son intérêt avait dévié vers les arts. En 1975, il entre au Conservatoire d'art dramatique du Québec. Dans les années 90, Robert Lepage concentre ses énergies à monter des pièces de théâtre et des films. Il est d'ailleurs très connu aujourd'hui pour ses mises en scène exceptionnelles. Une de ses pièces les plus populaires est L'Aiguille et l'Opium, écrite en 1991. Les autres pièces populaires de Robert Lepage sont La visite de la vieille dame, La tempête, Songe d'une nuit d'été et Le cycle de Shakespeare. Robert Lepage cumule les rôles d'auteur et de metteur en scène et de comédien. L'histoire d'une de ses pièces a d'ailleurs servi à la réalisation du film Le Polygraphe en 1996. D'ailleurs, au niveau du 7e art, plusieurs films marquants sont sortis sur les écrans. On compte parmi ces films lui réalisé par James Cameron, Titanic. Ce chef-d'œuvre est un des films les plus primés de l'histoire du Canada. Leonardo DiCaprio devient une célébrité hollywoodienne grâce à sa performance d'acteur dans la réalisation. C'est aussi dans les années 1990 que Johnny Depp, l'acteur, émerge avec le film Édouard aux mains d'argent, réalisé par Tim Burton. Ce réalisateur a par la suite continué sa collaboration avec le jeune acteur, notamment dans les films Sleepy Hollow, Alice au pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie, etc. Du côté plus historique, le réalisateur Steven Spielberg a réalisé 2 films sur la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945. Le premier, La liste de Schindler, est sorti en 1993, parle de l'histoire d'un Allemand qui tentait de protéger une famille juive. Déjà, ce film était très dur pour les âmes sensibles et très réaliste. Par la suite, en 1998, Spielberg fut le réalisateur du film Sauver Soldat Ryan. L'histoire commence avec une boucherie lors du débarquement de Normandie. Le film est encore une fois très dur et réaliste. D'autres films ayant marqué la décennie sont Pulp Fiction, Forrest Gump, Les Affranchis, Fight Club, The Truman Show, Réservoir Dogs et un beaucoup plus drôle, Le Dîner de con. Pour les arts plastiques, un nouveau courant artistique est né, le massurréalisme. Cet art mélange le surréalisme contemporain avec les images des médias. La technologie permet d'avoir des couleurs plus vives et des contrastes de technique. Ce spectacle cherche à prendre des images existantes déjà et à les superposer avec d'autres, de manière à créer un nouveau sens aux objets. Merci beaucoup, c'était Fanny Gagnon. Maintenant, allons dans ce qui a marqué le plus la politique dans les années 90. Je vais vous expliquer ça. Bonjour, avec moi nous allons parler de politique. Durant les années 90, un des éléments les plus marquants était la guerre du Golfe de 1990 à 1991. La cause de cette guerre était l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en raison de la grande quantité de pétrole gisant dans ce pays-là et profiter d'une position stratégique dans le golfe Persique, d'où le nom guerre du Golfe. Face à ça, le roi Fahd d'Arabie Saoudite fait appel à l'armée américaine et à la coalition internationale pour expulser les troupes irakiennes du Koweït. Résultat de la guerre,
28 février 1991, les troupes irakiennes sont finalement expulsées du Koweït. Dans cette guerre, 1000 civils seront tués. Maintenant, je vais vous parler de Bill Clinton. Bill Clinton a été le candidat démocrate élu à la présidence de 1992 face à George H.W. Bush. Durant son mandat, s'est produit l'attentat contre le World Trade Center en 1993, une bombe ayant explosé dans le parking. Ensuite, durant sa présidence, a aussi un court espoir à aller renaître entre Israël et la Palestine. Durant les accords d'Oslo en Norvège, en présidence du premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, et Yasser Arafat, le président, le chef de l'autorité palestinienne. Maintenant, je vais parler de Nelson Mandela. Nelson Mandela était né dans les années 1910, devant être emprisonné pour 28 ans de prison après des pressions faites par le monde occidental sur le président de la République d'Afrique du Sud de l'époque. Il en est libéré après 18 ans de prison. Ensuite, il est devenu président de 1994 à 1999 de la République d'Afrique du Sud. Maintenant, sur un peu athlétique avec Monsieur Lacroix. Alors pour commencer, je vais vous parler du Super Bowl. Alors, premièrement, le Super Bowl, c'est un événement qui rassemble plus de 80 000 personnes par année. Elle rassemble dans le fond deux des meilleures équipes de la ligue pour savoir qui est rassemblé. Dans le fond, il y a des matchs préliminatoires. Donc ça va 16 équipes, ça tombe à 8 équipes, 4 équipes, 2 équipes, jusqu'à la finale qui est un grand vainqueur. Ensuite, je veux souligner plus précisément les années 1990 avec la victoire des 49 de San Francisco qui ont gagné contre les Broncos de Denver. La victoire a été pas facile pour les 49 de San Francisco. Puis tout le monde est surpris parce que c'est un match qui est renommé mondialement à ce temps-là. Et puis y a les 49 de San Francisco ont pu gagner leur 4e trophée Lombardie avec grâce à leur victoire de 55-10 face aux Broncos. Et maintenant, je vais vous parler du hockey. Alors, plus précisément les Canadiens de Montréal et leur nombre de victoires de Coupe Stanley. Dans le fond, plusieurs personnes pensent que cette équipe n'est pas très bonne maintenant. Mais pourtant, c'est eux qui ont le plus grand nombre de victoires de Coupe Stanley dans les équipes 23. La date la plus récente de leur victoire de Coupe Stanley, c'est 1993. Alors, les Canadiens affrontaient les Kings de Los Angeles et ils ont gagné 4-1 contre ce résultat d'équipe. Et puis, la partie, je l'ai regardée et puis c'était quand même une belle victoire des Canadiens solide, là. Maintenant, je vais vous parler de Michael Schumacher. Il était l'un des meilleurs coureurs de tous les temps avec ses 91 victoires de Grand Prix. C'est 68 pole position qui veut dire, dans le fond, il y a des qualifications avant de savoir qui va être placé sur la ligne de départ de 1 à, je pense, 72. Et puis, lui a réussi à gagner 68 fois la première position. Ensuite, aussi, il dit que, grâce à son grand talent, il dit qu'il a tout appris dans son plus jeune âge au karting. Mais c'est en 1996 que tout changeait pour lui. Il quitta l'écurie Benetton pour s'allier avec Ferrari. Pour dépasser ses limites puis être redouté maintenant dans toute l'histoire de la Formule 1. Pour poursuivre, je vais vous parler de Michael Jordan. Michael Jordan était l'un des meilleurs joueurs de la NBA selon moi, car dès son plus jeune âge, non pas dès son plus jeune âge, mais je veux dire dès qu'il a accédé à la NBA, déjà il se fait-il remarquer. Il a même eu le titre du meilleur rookie de l'année, ce qui veut dire le meilleur débutant en anglais de l'année de ses débuts. Les années qui ont suivi son entrée dans la NBA, les joueurs s'enchaînent et se multiplient à une vitesse folle. Sa première saison a une moyenne de 28,2 points par match et de 51,5 je pense, % de tirs de réussite, ce qui est extrêmement élevé. Ensuite,
Mais tout changeait pour lui dans la saison 1993-1994. Car son père se fait assassiner, ce qui pousse Michael à la retraite brusquement. Mais c'est en 1995 qu'il retrouve les Bulls de Chicago pour finir sa carrière quelques années plus tard. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. À la prochaine!